va y avoir une contre-réaction à la révolution woke qui sévit depuis maintenant trop longtemps. C'est inévitable. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média. Bienvenue à ce nouvel épisode de Vent contraire. Je suis accompagné aujourd'hui de Jean-François Caron, que vous connaissez sans doute déjà, qui est politologue, professeur de sciences politiques à l'université Nazarbayev au Kazakhstan, mais qui nous parle aujourd'hui de l'Arménie, depuis l'Arménie, c'est-à-dire parce qu'il est également maintenant professeur invité dans une université dont j'oublie le nom. D'abord, bonjour, Monsieur Caron. Bonjour, ça va? Très bien, merci. C'est American University in Armenia. C'est là où je suis pour l'année. Donc, vous êtes vraiment un véritable, pas un globe-trotter, mais disons, vous bougez beaucoup quand même. Un peu un nomade. Oui, c'est ça quand même. Et de l'Asie centrale, là, vous vous êtes rapproché Caucase. Ça reste quand même globalement la même région. Oui. Mais c'est oui, plus européen quand même. C'est plus européen, mais ça reste encore une fois l'espace post-soviétique. Donc, il y a des patterns qui sont quand même les mêmes. Par exemple, la bureaucratie, partout dans l'espace post-soviétique, c'est la même chose. C'est d'une lourdeur qui surprendrait même un Québécois ou un Français. Ah oui, quand même. Je le dis avant qu'on continue, 3 sujets principaux aujourd'hui. D'abord, on va se pencher sur l'intelligence artificielle avec le prof Caron, qui vient de publier un livre sur ce thème-là. On va ensuite on va revenir un peu sur l'assassinat de Charlie Kirk, ce que ça signifie à gauche comme à droite, et peut-être on parle un petit peu, oui, je pense, du pamphlet du prof Caron, La souveraineté impossible, une sorte de... Improbable. La souveraineté improbable, oui, pardon, pamphlet dans lequel, vous critiquez le mouvement souverainiste, étatiste, etc. Donc, on commence quand même par l'IA. C'est un vaste programme, là, vous avez vu, chers auditeurs, qu'on a aujourd'hui. La grande question, prof Caron, qu'on se pose là, sur l'intelligence artificielle, va-t-on être remplacé par les robots, oui ou non? Ben, écoute, moi, c'est comme ça que je commence le premier chapitre dans le livre. Je pense qu'il y a beaucoup de craintes par rapport au remplacement ou à la possibilité que les machines puissent un jour non seulement nous remplacer, mais nous éliminer. Tu sais, tout ça provient des scénarios hollywoodiens, 2001, l'Odyssée de l'espace, la franchise Terminator, War Games, iRobot. Donc, les gens ont quand même grandi mentalement dans cette idée-là que les robots pouvaient être potentiellement dangereux s'ils en venaient à acquérir de l'autonomie. Mais je pense qu'il faut bien comprendre les choses, il faut prendre la peine de bien conceptualiser ce qu'on entend par intelligence artificielle. Puis moi, à mon avis, l'utilisation de l'expression intelligence artificielle, c'est une très mauvaise expression parce que ce que l'IA est en mesure d'accomplir, ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence. D'abord, la question, c'est comment est-ce qu'on peut définir ou est-ce qu'on doit définir l'intelligence? Moi, je m'inspire de la théorie d'un psychologue, Howard Gardner, qui a été développé dans les années 80, qui ne fait pas consensus, mais qui est largement utilisé par les chercheurs pour conceptualiser l'intelligence artificielle, justement. Et lui, il en est venu à définir l'intelligence comme étant une série de différentes habilités qui, lorsque combinées tout ensemble, définissent l'intelligence. Donc, vous avez par exemple l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence kinesthésique, donc la capacité de courir, de botter un ballon de football sans tomber, la capacité de faire des différents raisonnements, etc., etc. Donc, lorsqu'il a développé sa théorie initialement, il y a une quarantaine d'années, il avait identifié une douzaine d'habilités, puis graduellement, il en a ajouté quelques-unes d'autres, quelques
d'autres, il est rendu à peu près une quinzaine d'habilités qu'ils utilisent pour définir l'intelligence. Or, lorsqu'on regarde les différentes IA, par exemple Deep Blue, probablement une des premières machines un peu préhistoriques maintenant, mais c'est la machine qui a servi à battre Garry Kasparov, le champion mondial d'échecs. Mhm. Donc, c'était IBM qui avait développé cette technologie-là. Donc, Garry Kasparov s'est fait battre de mémoire, c'était en 1997 ou à la fin des années 90. Puis depuis, c'est devenu virtuellement impossible pour un être humain de battre une IA au jeu d'échecs. Donc, l'habileté que cette machine-là a, c'est la capacité de faire différents raisonnements, différents calculs, de calculer ce qui peut arriver si tel mouvement est fait par rapport à tel autre, et de prévoir aussi les mouvements de l'adversaire. Donc, inévitablement, la machine est en mesure de pardonnez-moi l'anglicisme, de processer une quantité beaucoup plus importante d'informations, de possibilités que le cerveau humain. Donc ça, c'est une habileté qui nous a, envers laquelle on est complètement largué. Mais maintenant, si vous demandez à Deep Blue, est-ce que tu es capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle? Est-ce que tu es capable de faire preuve d'intelligence sportive? Est-ce que tu es capable de faire preuve de tous les autres types d'intelligence définis par Gartner? La réponse est non. Deep Blue n'a qu'une seule habilité, et c'est celle de processer une quantité incalculable d'informations. Donc, d'abord, dans l'entrée de jeu, vous faites une sorte de mise en garde là, contre un peu la technophobie qui traverse l'histoire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, bon, les gens, les humains, en fait, sont méfiants. Donc, vous êtes ni technophile, ni technophobe. Vous dites qu'il faut trouver un équilibre à travers tout ça. Mais c'est la question aussi de la volonté. C'est-à-dire, pour vous, une machine, l'IA n'a pas de volonté propre. C'est ça qui va faire en sorte qu'elle ne pourra pas, comme dans la matrice, finalement, dominer l'être humain. Parce que cette volonté d'agir, en fait, est inexistante. Elle va rester prisonnière, finalement, de son obéissance, finalement, à l'humain. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Donc, je suis pas technophobe, mais je ne suis pas technophile non plus. Non, Ce que c'est je ça, dis, c'est ça. Ce que je dis, c'est que il y a des lignes rouges en matière de développement de technologie, d'IA, qu'on ne devrait jamais franchir. Puis on doit comprendre c'est quoi ces lignes rouges-là, puis les établir en fonction de critères moraux. Mais on doit aussi comprendre que c'est des bénéfices potentiels pour le progrès humain. C'est absolument phénoménal avec l'intelligence artificielle. Donc, si l'IDA est en mesure de comprendre les limitations de l'IA, ses capacités, d'établir les lignes rouges qui ne doivent pas être franchies, Mais, le ouais. potentiel de développement sociétal est absolument formidable. Je pense un bon exemple que les gens commencent graduellement à comprendre, c'est les IA génératives. Donc, ChatGPT est probablement celle qui est la plus utilisée par les gens qui nous écoutent. Bon, ChatGPT fait preuve de créativité. Parce que lorsque vous demandez à ChatGPT de produire un texte, ce n'est pas du copier-coller de Wikipédia ou d'un livre. Donc, ChatGPT va être en mesure de prendre toutes les informations au sujet d'une question X ou Y à partir d'une base de données de millions et de millions et de millions de données et d'être en mesure de produire un texte qui est extrêmement cohérent. Et si quelqu'un d'autre demande à la machine, au logiciel de produire un texte autour de la même question, le texte va être complètement différent également. Donc, ça, c'est une forme de créativité. Puis, dans les gouvernements, dans les ministères aujourd'hui, les fonctionnaires utilisent largement ChatGPT pour. On va parler du travail un peu plus tard, justement. Donc c'est ça. Donc, en matière de complémentarité, ChatGPT est en mesure de faire des choses absolument exceptionnelles, de nous faire gagner du temps, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des aspects de l'intelligence, des habiletés que ChatGPT n'aura jamais. Donc, le premier aspect de la créativité, c'est l'idée de vouloir étudier une question. Puis ça, habituellement, surtout en sciences sociales, vous marchez dans la rue, vous réfléchissez à des choses, vous voyez des choses, vous sentez des choses, puis vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit. Vous emmenez à développer un désir d'explorer différentes questions. Ça, c'est sur la base du vécu humain. La machine ChatGPT n'aura jamais cette capacité-là. Donc ça, c'est un élément de créativité qui va toujours nous être unique. Puis l'autre élément de la créativité qui va toujours nous être unique, c'est la capacité d'analyser de manière critique ce que ChatGPT produit. ChatGPT va être intelligent dans la mesure, à la hauteur de l'information qui est à sa disposition.
Donc, si ChatGPT utilise de l'information erronée, des anachronismes, ben, il ne va pas se poser la question à savoir si c'est vrai ou faux, il va tout simplement les reproduire dans son texte. Ça, c'est un autre aspect de complémentarité qu'on va devoir apprendre à développer dans les collèges, les universités, comment développer au maximum la pensée critique, la capacité d'évaluer ce que ces IA génératives-là vont être en mesure de produire. Mais lorsqu'on y pense, il n'y a pas un danger de remplacement, il y a plutôt un potentiel de complémentarité qui est absolument exceptionnel. Donc, mais on ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire bouder l'intelligence artificielle, ce serait laisser d'autres puissances aussi l'exploiter. Bon, c'est pas très réaliste dans le sens où juste la Chine va continuer à l'exploiter. Les puissances, c'est ça, bon, étaient hostiles, entre guillemets. Là. Mais quels sont justement, vous évoquez les lignes rouges, quels sont les dangers principaux que vous voyez, que vous avez identifiés dans votre livre? Ben, je vais en mentionner deux. Je pense que le danger le plus évident, c'est par exemple l'automatisation de systèmes de défense. Par exemple, vous savez, le Iron Dome en Israël, le système de défense anti-aérien, c'est un système qui est entièrement automatisé. Donc, le système va réagir, va lancer des missiles en fonction de données prédéterminées dans un algorithme. Et si l'algorithme est bien développé, bien testé, bien utilisé, il n'y a pas de danger que le Iron Dome en vienne à abattre un avion commercial ou quoi que ce soit d'autre. Par contre, est-ce qu'on veut laisser un système automatisé avoir la responsabilité un jour de lancer des missiles nucléaires? Ben ça, je pense que c'est une ligne rouge qui ne doit pas être franchie. Donc, mais on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on peut tolérer? Quel est le risque acceptable qu'on peut tolérer dans une société et quel est le risque qu'on ne peut pas tolérer? Donc, évidemment, l'exemple de laisser un système automatisé décider par lui-même de lancer ou non des missiles nucléaires, ça serait une folie, ça serait complètement disproportionné et inacceptable. Mais maintenant, entre un cas extrême comme celui-là, puis le Iron Dome, où se situe le juste milieu? Puis c'est là où les gens une fois qu'on comprend bien c'est quoi les capacités, les limites de l'IA, c'est là où les sociétés, les individus devraient commencer à s'interroger, à se poser ces questions-là. Parce qu'un jour ou l'autre, ces questions-là vont devoir se poser. Puis un autre exemple de danger potentiel, c'est par exemple les voitures automatisées. Moi, j'aime pas l'utilisation voiture autonome parce qu'encore une fois, pour qu'une voiture soit réellement considérée comme autonome, il faudrait qu'elle soit en mesure de faire preuve de jugement. C'est ça, le jugement de volonté. Puis est en mesure de prendre des décisions en fonction de critères autour du bien et du mal. Donc, ça peut être une éthique déontologique, une éthique utilitariste, peu importe, mais la machine devrait être en mesure de prendre des décisions comme celle-là par elle-même. Exemple qui montre très bien que les voitures automatisées manquent de jugement, c'est Luc Julia, c'est lui qui a créé le logiciel Siri. Qui donnait cet exemple-là, lorsqu'une compagnie dont le nom m'échappe, c'est peut-être Tesla, mais c'est peut-être une autre aussi, avait testé ses voitures automatisées. Les ingénieurs ne comprenaient pas pourquoi la voiture, quelquefois, s'arrêtait au milieu de la route pour aucune raison apparente. Et c'est lorsqu'ils sont allés sur place, les ingénieurs ont compris qu'il y avait des adolescents qui avaient mis des signes d'arrêt sur leur sac à dos. Et lorsqu'ils voyaient une voiture automatisée arriver, ils tournaient leur sac à dos. Donc, la voiture est programmée pour s'arrêter lorsqu'elle voit un signe d'arrêt obligatoire. Donc, l'être humain qui verrait ça ferait preuve de jugement puis se dirait, c'est des petits comiques qui font une blague, j'ai pas à m'arrêter. Mais la voiture, elle est programmée pour s'arrêter à un signe d'arrêt. Elle va s'arrêter à un signe d'arrêt, que ce soit un vrai ou que ce soit un faux. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'on doit comprendre pour les voitures automatisées. Mais encore une fois, jusqu'où est-ce qu'on veut pousser l'automatisation de ces véhicules-là? Et si on désire accepter le fait que éventuellement des dizaines de milliers, voire même des millions de voitures comme ça vont opérer librement dans nos rues, ben, il va falloir qu'on les teste de manière appropriée afin de s'assurer qu'elles sont bien développées, il n'y a pas de bug informatique qui pourrait en venir un jour à amener une voiture dans une zone scolaire à peser sur l'accélérateur, rouler à 100 km/h, puis faucher une douzaine d'enfants. Donc, l'autre ligne rouge, c'est jusqu'où doit-on pousser le développement et le test, les tests de ces IA-là. Donc, l'idée, ce n'est pas d'imposer des restrictions qui vont faire en sorte d'empêcher le développement technologique.
Il ne faut pas que la barre soit trop haute, mais on ne veut pas non plus que la barre soit trop basse et qu'on permette à des compagnies de déployer sur nos routes des robots, des machines, des technologies qui sont mal testées puis qui pourraient en venir potentiellement à causer des risques, des dangers pour la vie humaine. Donc ça, c'est une autre question que les sociétés vont devoir commencer à se poser. Par exemple, l'Union européenne a développé un cadre juridique justement pour encadrer le développement et le test de ce type de technologie-là. Mais l'Union européenne fait office de pionnière dans le domaine. Aux États-Unis, au Canada, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Puis, je pense qu'on l'a vu très bien dans le cas aux États-Unis, dans le cas de la compagnie Boeing. Je pense que clairement, il y a eu un manque de vérification de la part de l'Agence fédérale américaine qui a tout simplement cru de manière aveugle tout ce que la compagnie disait, tout ce que la compagnie écrivait dans ses documents. Et puis, on connaît les résultats. Hein. Vous avez 2 Boeing qui se sont écrasés en Éthiopie, en Indonésie, à cause de son système de navigation MCAS, qui était tout simplement mal testé. Les pilotes n'avaient pas été informés du fonctionnement de ce logiciel-là. La compagnie des avions a perdu une partie de hublots, de portes en plein vol. Et je pense que ça a illustré très bien le manque de vérification de la part des agences étatiques. Mais encore une fois, il doit y avoir une vérification qui doit être accrue, mais on ne doit pas placer la barre trop haute non plus, de sorte à de décourager complètement les développements technologiques. Parce que, comme tu l'as dit, les Chinois, eux, les Russes, ils ne vont pas mettre de gants blancs en matière de développement d'IA. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais effectivement, ce serait comme, c'est ça, laisser une arme finalement entre les mains seulement de nos adversaires. Là. Donc, l'idée, c'est de faire preuve de responsabilité. Puis justement, dans le domaine militaire, parce que bon, vous suivez ça beaucoup, tout ce qui est en conflit armé, etc. Comment voyez ça? L'intelligence artificielle entre les mains justement des armées, finalement, des pays, que ce soit l'armée américaine, l'armée russe, chinoise, turque, peut-être? Ben, encore une fois, je pense que les armes automatisées qui sont utilisées par les différentes forces armées à travers le monde, je ne pense pas qu'elles soient immorales de façon inhérente. Je pense que le problème, encore une fois, les problèmes qui peuvent découler de l'utilisation des drones, par exemple, ça a beaucoup à voir sur les règles d'engagement. Comment est-ce que ces armes-là sont utilisées? Donc, moi, c'est l'exemple que je donne toujours à mes étudiants. Un couteau à steak, en soi, ce n'est pas problématique. Ça peut devenir problématique si on décide de mal l'utiliser et de poignarder des gens avec. Mais si on l'utilise pour couper des steaks, pour manger, ce n'est pas un problème. Donc, le drone, par exemple, ou le Iron Dome, pour moi, c'est un peu la même chose. Si ces armes-là sont bien utilisées, avec des règles d'engagement claires, qui ont pour effet là, d'être proportionnées, de favoriser au maximum le principe de discrimination entre les civils et les combattants, ça peut être des armes fantastiques qui peuvent, bon, les gens seront libres de me critiquer là-dessus, mais qui pourraient potentiellement en venir à humaniser davantage des conflits armés. Parce que tous les crimes de guerre qui ont eu lieu dans le passé ont toujours été causés par l'être humain. La fatigue, le stress, le désir de vengeance. Je pense dans le livre, je parle de l'exemple du massacre de My Lai au Vietnam dans les années 60. C'était une compagnie de l'armée américaine. Ça faisait 4 ou 5 mois qu'ils étaient déployés au Vietnam. Ils n'avaient jamais vu l'ennemi, mais ils avaient perdu à peu près 25% de leur effectif à cause de booby traps dans la jungle, de tireurs d'élite. Donc, ces gens-là avaient un désir de vengeance. Puis un matin, le commandant de la compagnie, le capitaine Medina, a dit à ses troupes, aujourd'hui, on va faire face à l'ennemi pour la première fois. Puis c'est l'occasion pour nous de nous venger de tous les maux qu'ils nous ont fait subir depuis notre arrivée ici. Donc, les soldats étaient crainqués. Et lorsqu'ils sont débarqués d'hélicoptère dans le village de My Lai, c'est un village qui était peuplé de dames âgées, de vieillards, d'enfants. Ils ont tiré dans le top, ils ont massacré 400-500 civils. Pourquoi? Désir de vengeance. Il y avait fort probablement aussi de la drogue qui était impliquée. Ça avait altéré leur jugement. Donc, certaines personnes, puis j'en fais partie, auraient tendance à dire, si on pouvait déployer des armes automatisées, bien testées,
avec des règles d'engagement qui sont très, 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 très claires, en mesure d'opérer une discrimination entre les combattants et les non-combattants. Mais En même temps, c'est le on propre de pourrait la faire guerre quand même, justement, écraser psychologiquement l'ennemi. Ça fait partie aussi des tactiques, c'est-à-dire la guerre psychologique finalement. Là, donc, est-ce que c'est les sûr. Russes en Ukraine voudraient volontairement faire cette différence, discrimination, vous dites, entre civils et non civils? Israël était réputé justement pour être très, très précis, faire des frappes chirurgicales. À Gaza, on ne pourrait pas dire ça actuellement quand même. Mais là, Oui, on moi, dans un autre débat, mais ouais. l'idée, c'est qu'avec le recours à des technologies militaires, si on est capable de retirer de l'équation les émotions humaines, le stress, la fatigue, qui ont toujours été directement liés à des massacres de civils. Donc, vous dites remplacer les soldats par des drones, des robots carrément ou Oui, oui, oui. Des c'est ça que vous robots dites? autonomes. Ouais, ouais, ok. Ça existe à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il y a un système de défense automatisé le design, ça consiste à tirer sur les cibles, mais encore une fois, différents types de cibles dans le no man's land, sans qu'un humain ait à appuyer sur le moindre bouton. Mais encore une fois, tout ça, ça peut être envisageable uniquement dans la mesure où ces armes-là sont bien testées, bien programmées, avec des règles d'engagement là, très, 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 très claires. Si c'est le cas, il y a un Ça prend- potentiel d'humanisation des conflits, comme ça n'aurait jamais été le cas auparavant. Il y aura toujours des États voyous quand même qui voudront pas se plier aux règles de la guerre conventionnelle, entre guillemets, ou je sais plus comment on appelle ça, là. La guerre juste, La guerre juste, c'est ça. Mais peut-être que les règles de la guerre juste, éventuellement, vont devoir évoluer pour imposer des sanctions à des États voyous qui délibérément refusent de programmer des technologies de la sorte de manière adéquate pour que le principe de la discrimination puisse s'effectuer convenablement. en tout cas, vous n'êtes pas technophile, mais vous êtes quand même optimiste. Est-ce que l'IA peut nourrir une paresse quand même, c'est-à-dire la perte d'aptitude chez l'être humain en général? Tu sais, on a souvent donné l'exemple des enfants qui ne savent plus écrire à la main exactement parce que, bon, dès l'enfance, ils utilisent évidemment des téléphones, des ordinateurs, etc. Nourrir une paresse qui nous dispenserait, enfin, qui nous ferait croire qu'on est dispensé justement de certaines responsabilités. On a fait un entretien à Libromédia, j'ai interviewé le philosophe Julien Gobin, qui pour lui, l'intelligence artificielle, c'est un peu le règne du comportement modélisable, hein, c'est-à-dire qu'on devient une somme de données, l'être humain est une somme de données, et on est finalement toujours un peu sous justement cette infrastructure qui nous épie, c'est-à-dire qui nous trace, et finalement on devient de plus en plus prévisible comme être humain, et ce qui nous rend nos sociétés moins démocratiques, c'est-à-dire les choix qu'on faisait, on s'en remet de plus en plus à la machine qui, elle, est capable justement de prédire nos comportements. Est-ce que vous ne voyez pas un risque quand même, d'un côté, cette paresse, c'est-à-dire on fait moins de tâches, et de l'autre côté, un individu moins responsable qui, c'est ça, qui laisse la machine décider pour lui, finalement, à sa place? Ben, c'est ça qu'il faut éviter. C'est le grand réveil que les sociétés, les gens vont devoir avoir. Et je retourne à l'exemple de ChatGPT. Moi, mes étudiants, je le sais très bien, si je leur demande simplement d'écrire une dissertation, ils vont utiliser le logiciel là, pour écrire leur travail, puis j'aurai aucun moyen de savoir si ça a été copié-collé, si le provient de leur cerveau ou si ça provient de l'IA, parce que les logiciels de détection du plagiat ne fonctionnent pas, parce qu'encore une fois, le contenu de ChatGPT n'est pas copié-collé, c'est du contenu qui est à 100% original. Donc, je sais très bien qu'ils vont utiliser le logiciel si je leur demande de rédiger un certain type de travail. Mais c'est donc ma responsabilité, la responsabilité des enseignants, d'essayer justement de voir quelle est la complémentarité, évaluer qu'est-ce que l'IA est en mesure de faire mieux que nous, plus rapidement que nous, et d'utiliser ces bénéfices-là, mais de créer une complémentarité en développant des habilités que l'IA n'aura jamais.
Donc, par exemple, ce qu'on appelle en anglais la découverte de problèmes, je pense qu'on doit essayer de favoriser auprès des jeunes dans les écoles, puis ça commence dès le plus jeune âge, la curiosité, la culture générale et différents comportements associés. Par exemple, la procrastination c'est extrêmement bénéfique pour la créativité puis le développement scientifique. C'est bien de prendre des pauses dans sa journée où on ne fait rien, où on fait autre chose. On peut faire du sport, mais ça permet de se changer les idées. Puis certaines personnes, lorsqu'elles font du sport, vont penser à différentes choses parce que moi, je fais beaucoup de vélo. Si je pars en vélo pendant 2 ou 3 heures, je n'ai pas le nez pendant 2 ou 3 heures sur mon ordinateur pour savoir à quelle vitesse je roule puis quel est le niveau de mon rythme cardiaque. Je pense à différentes choses, je me raconte des histoires, je pense à des choses que j'ai pu dire il y a 1 mois, il y a 1 an. Je repense au dernier livre que j'ai lu. Et ça, c'est fondamental pour le développement de la créativité. Donc, c'est comme ça que les sociétés, dans ce cas-ci, les écoles vont devoir évoluer pour justement favoriser cette complémentarité-là qui est nécessaire. Parce que si elles ne le font pas, puis on continue à demander aux étudiants d'écrire des travaux comme on leur demandait de faire il y a 30 ans, c'est là il va y avoir une paresse. Parce qu'on sait très bien maintenant, les jeunes, les étudiants lisent très peu, se posent très peu de questions, ont de moins en moins de culture générale. Puis ça, c'est le résultat direct de la technologie, mais on doit contrebalancer ça en s'efforçant de développer cette complémentarité-là. Puis le troisième aspect de la créativité, c'est la pensée critique. On doit favoriser au maximum la pensée critique, mais ça va passer par la nécessité de revamper en grande partie les curriculums, les cursus scolaires. Parce que dans une très large mesure, ce qu'on enseigne aux enfants, au primaire, au secondaire, au collège, à l'université, c'est pas nécessairement favorable au développement d'habilités qui vont être essentielles, centrales au cours du 21e siècle, parce que beaucoup de ces habilités-là vont être appelées à être remplacées par la machine. Donc, il y a un grand éveil qui est nécessaire de la part des sociétés pour justement s'efforcer de créer cette complémentarité-là. Puis ça, c'est prouvé. Vous avez des compagnies qui ont fait des tests entre des employés qui avaient beaucoup de culture générale, qui avaient un sens une pensée critique très développée. Ils les ont mis en complémentarité avec des IA génératives, puis en comparaison des gens qui avaient moins de culture générale, une pensée critique moins développée, puis les résultats c'était le jour et la nuit, là. Et puis les compagnies se sont rendues compte que le potentiel de développement entre les premières personnes qui ont une grande culture générale, qui ont une grande pensée critique, ce qui est en mesure d'accomplir en collaboration avec l'IA, c'est absolument formidable. Donc, il est là le véritable potentiel, mais il faut savoir l'exploiter puis s'adapter en conséquence. Puis malheureusement, moi, j'ai vraiment pas l'impression que les gouvernements, les sociétés se posent les bonnes questions en ce moment. Ils en sont encore à se demander si on doit enseigner 6 heures au lieu de 6 heures et quart d'éducation physique par semaine. Je ne pense pas qu'en 2025, ce soit la question fondamentale que les institutions d'enseignement devraient se poser, là. Donc, c'est une révolution, là, évidemment, l'IA, on s'en doutait, mais donc on a un grand retard, là, c'est-à-dire pour vous, il y a quelque chose, il y a un grand décalage là, déjà entre ce qu'on enseigne dans les écoles du primaire à l'université, puis ce qui est déjà le monde actuel, là. Oui, oui. Il suffit de parler à des gens dans Mais les qu'est-ce qu'il faut gouvernements. faire? C'est repenser justement quelles sont les habilités dont on doit favoriser le développement. Donc, les habilités qui vont permettre aux individus, lorsqu'ils vont entrer sur le marché du travail dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui vont leur permettre d'être compétitives. Puis quand je dis leur permettre d'être compétitives, ça veut dire être en mesure d'agir en complémentarité avec les outils de l'intelligence artificielle. Parce que si ce n'est pas le cas, on peut très facilement s'imaginer des compagnies se dire pourquoi est-ce que j'irai embaucher des individus pour qui ça va prendre 4 ou 5 jours pour synthétiser un document alors que ChatGPT peut le faire en 1 minute? Pourquoi est-ce que j'irais dépenser un salaire, des bénéfices sociaux, contribuer au fonds de pension pour payer un individu dont le travail peut être complètement remplacé par la machine? Par contre, les compagnies vont être prêtes à embaucher des gens, payer des salaires, contribuer au fonds de pension, etc., etc., si l'individu a des habilités qui vont lui permettre d'être complémentaires aux outils de Vous l'intelligence. évaluez à combien vous touchez cette question-là dans votre livre?
le travail, c'est-à-dire le rapport au travail va changer. Vous dites peut-être même un peu plus de temps libre. Bon, on parle peut-être plus de l'Occident parce que, bon, dans les pays en développement, bon, à quel point les gens vont avoir plus de temps libre, on se demande un peu, là. Mais vous évaluez à combien, mais par exemple, combien de travailleurs, combien en pourcentage pourraient être remplacés carrément par des automates? C'est une très bonne question, hein. Par exemple, vous avez Kai Fu Lee, qui est un homme d'affaires chinois, qui est un pionnier dans le développement de l'IA. Lui estime qu'en d'ici 2040, 40% des travailleurs américains seraient directement remplacés par l'IA et jusqu'à 80% des travailleurs américains pourraient être impactés, donc soit perdraient directement leur emploi, puis un autre 40% seraient indirectement impactés parce que le remplacement de certains emplois pourrait entraîner une diminution des salaires pour certains emplois. Donc ça, c'est son évaluation à lui. Je regardais par exemple, j'ai vu passer il y a quelques heures à peine au Kazakhstan, le gouvernement a annoncé la création d'un ministère de l'intelligence artificielle et la volonté aussi d'ouvrir une nouvelle université qui serait entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. Et les estimations au Kazakhstan, c'est qu'il y aurait 2 millions de travailleurs qui perdraient directement leur emploi à cause de l'automatisation qui serait associée à l'IA sur une population de 20 millions. Donc ici, on est plus dans l'ordre de 10%, mais c'est sûr qu'il va y avoir un grand remplacement technologique. Non, c'est ça. Ben justement, est-ce que le paradigme de l'immigration est dépassé? C'est-à-dire, bon, on fait venir, on le sait, en Occident par soulier, au Canada encore plus, en moyenne, évidemment, des dizaines de milliers de travailleurs temporaires, permanents, bon, pour venir combler ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on est complètement déjà dépassé? C'est un paradigme qui est dépassé, celui de l'immigration? Hein? Ça va peut-être être appelé Pour à être le dépassé. travail, parce qu'il y aura toujours de l'immigration pour d'autres raisons, regroupement Oui, c'est familial, sûr. etc. Mais Il y aura toujours de l'immigration nécessaire aussi pour combler certains emplois qui exigent des spécialisations très, très, très oui. spécifiques. Les Autochtones de la place n'ont pas nécessairement. Mais ce qui est particulier avec cette révolution industrielle-là, contrairement aux 3 précédentes, l'IA, c'est la 4e Le révolution quatrième, oui, c'est ça. industrielle. Dans les 3 précédentes, il y a toujours eu de l'automatisation d'emplois. Mais les emplois qui étaient visés, qui étaient victimes de l'automatisation, de ce grand remplacement technologique-là, c'était des emplois qui nécessitaient pas de qualification académique, donc des emplois manuels, des emplois de col bleu. Donc, par exemple, en 1850 aux États-Unis, j'ai de mémoire dans mon livre, c'est à peu près 50% des travailleurs américains travaillaient dans le secteur agricole. Tandis qu'aujourd'hui, c'est moins de 2%. Pourquoi? Ben parce que les emplois ont été remplacés par des tracteurs et différentes machineries. Mais donc, ces emplois ont été remplacés. Par contre, ce que les individus avaient comme possibilité, c'était de se déplacer vers les centres urbains, d'aller à l'école, d'aller au collège, à l'université, d'acquérir une spécialisation qui leur permettait, au bout d'un an ou deux, de pouvoir réintégrer le marché du travail. Le problème avec la 4e révolution industrielle, c'est que non seulement l'IA va être appelée à remplacer des emplois de col bleu, donc on parle par exemple aux États-Unis, les camionneurs, à peu près 2 millions de camionneurs aux États-Unis. Si un jour les véhicules peuvent devenir entièrement automatisés, bien, ça veut dire que 2 millions de personnes qui directement vont être impactées, vont perdre leur emploi, mais aussi indirectement d'autres personnes qui travaillent dans les entrepôts, les gens qui travaillent dans les restaurants aux États-Unis sur les autoroutes au milieu de nulle part, ben ces restaurants-là existent précisément pour offrir de la nourriture aux camionneurs. Bon, ben, s'il n'y a plus de camionneurs, ces gens-là aussi vont être impactés. Mais c'est que de l'autre côté, vous avez aussi des emplois qui exigent une très grande spécialisation, qui sont peut-être aussi destinés à être remplacés. Par exemple, les radiologistes, les gens qui analysent les mammographies, ben, les études l'ont très bien démontré. L'IA est en mesure d'identifier avec des pourcentages beaucoup plus élevés des cas de cancer que l'être humain. Puis encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais dans le monde militaire. L'être humain est vulnérable et l'être humain n'est pas toujours constant.
on peut facilement s'imaginer que le spécialiste, le vendredi à 5h30, lorsqu'il en vient analyser la dernière mammographie de la semaine, il est fatigué, peut-être qu'il pense aux 5 à 7 qui s'en vient avec ses collègues, il a l'esprit ailleurs, il va peut-être passer à côté d'une mammographie avec un cas de cancer, puis ça va lui passer sous le nez, puis ben, la personne, malheureusement, va risquer d'en mourir parce que lorsque ça va être détecté 6 mois plus tard, ça va être trop tard. Donc, vous avez des emplois comme ça où l'IA a déjà démontré sa supériorité pour faire le travail. Donc, on peut très bien s'imaginer que vous avez le spectre des emplois qui exigent peu de spécialisation et les emplois à l'autre bout du spectre qui exigent beaucoup de spécialisation. Vous allez avoir de chaque côté une automatisation de ces emplois-là, ce qui va faire en sorte que le risque de chômage structurel pourrait augmenter, mais pour que ça n'arrive pas, les sociétés vont devoir, encore une fois, penser à une façon de recycler ces individus-là dont le travail va être remplacé par la machine pour faire en sorte qu'ils vont être en mesure d'être complémentaires à cette technologie-là. Et ça, pour moi, c'est un chantier qui est absolument fondamental. Minimalement, dans tous les parlements du monde occidental, vous devriez au moins avoir une commission de députés On est dépassé, hein, c'est-à-dire. Différents partis politiques qui devraient prendre la peine quand on regarde ça clique, c'est ça. Imaginez à quel on est au fax là, dans les hôpitaux au Québec. Enfin, il faut passer à un autre deuxième sujet puisque le temps file. Bon, Charlie Kirk, je sais que vous êtes déjà exprimé sur la question dans plusieurs radios et tribunes, etc. Vous avez accordé une entrevue à Libromédia sur le sujet. Bon, une entrevue, un article de presse écrite. Mais quand même, là, on est 3 semaines, 4 semaines plus tard maintenant, la poussière relativement retombée. Comment vous voyez ça, à gauche comme à droite? Hein? Écoute, je pense qu'il faut préciser que les États-Unis sont en train de renouer avec malheureusement, une culture de la violence politique qui rappelle celle des années 60. Donc, à partir de l'assassinat de JFK en novembre 63, jusqu'au milieu des années 70 à peu près. Donc, vous avez vu JFK, son frère Robert, Martin Luther King, Malcolm X. Vous avez eu des tentatives d'assassinat ensuite contre le président Ford, un politicien de l'Alabama, le gouverneur de l'Alabama, dont son nom m'échappe. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant suite à une tentative d'assassinat. Donc, j'ai l'impression que les États-Unis sont en train de renouer avec cette culture-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il y a eu une tentative d'assassinat l'été 2024 contre Donald Trump. Puis il y en a eu d'autres aussi, 2 autres de mémoire qui ont été stoppés au bon moment. Puis là, vous avez Charlie Kirk. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il y en aura d'autres. Puis c'est malheureux parce que vous avez vu comme moi sur les réseaux sociaux des gens de la gauche radicale qui non seulement se réjouissaient de la mort de cet individu-là, mais disaient, se posaient la question, c'est qui le prochain? Who's next? Puis il y a même une liste d'individus associés à la droite politique, au conservatisme américain qui étaient sur la liste. Donc, comme Tucker Carlson, par exemple. Là. Donc, quand on vit dans une culture politique, une dynamique où, littéralement, ouvertement, vous avez des gens qui appellent au meurtre des adversaires politiques, puis je ne devrais même pas dire adversaires politiques parce qu'on est rendu au stade d'ennemis politiques avec lesquels on ne prend même plus la peine de débattre, de dialoguer. On passe immédiatement à l'option de la violence. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Puis, j'ai l'impression que malheureusement, c'est le premier d'une série d'attentats qui vont continuer à se produire au cours des à gauche comme à droite, c'est-à-dire là, il y a même des études, là, en fait, de celle de l'Institut YouGov, qui est un institut sérieux là, de sondage aux États-Unis, pas très, ni à droite ni à gauche, pas très orienté, du moins pas très étiqueté, ni progressiste ni conservateur, et qui conclut quand même que la violence est plus acceptée à gauche actuellement, chez les jeunes en particulier. Ou bien, donc, y croyez-vous, ou bien vous pensez que ça
ça va être un phénomène de polarisation classique. Donc, forcément, deux camps qui s'affrontent et dans les deux camps, forcément, des appels à la violence, comme tout début de guerre civile. Là, on n'est peut-être pas là non plus aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'on prédit ça, une guerre civile aux États-Unis, un peu comme en France. Finalement, ça n'arrive pas vraiment. Là. Je pense que actuellement, je pense qu'on devrait s'attendre davantage à d'autres attentats politiques provenant de la gauche. Aux États-Unis en particulier, Aux États-Unis, ça peut s'étendre là, à d'autres pays occidentaux, c'est ce que vous disiez. ouais, oui, mais en particulier aux États-Unis, puis pas en raison d'une supériorité morale de la droite, simplement parce que ben, les gens de la droite, en ce moment aux États-Unis, contrôlent les institutions politiques. Donc, s'ils veulent faire des changements, ils peuvent les faire par des voies exécutives, par des voies législatives. Donc, ils ne ressentent pas la frustration que les gens de gauche peuvent ressentir en ce moment en se disant on ne contrôle plus le pouvoir. Et si dans leur tête à eux, les gens qui contrôlent le pouvoir sont des personnes dangereuses, ça c'est le problème lorsqu'on commence à traiter tout le monde de fascistes, d'extrémistes de droite, de danger pour ci et pour ça. Ben, lorsqu'on ne contrôle plus le pouvoir, puis qu'on considère que les gens au pouvoir sont dangereux de cette façon-là, ben, le risque que ces gens-là en viennent à penser à des options violentes est beaucoup plus grand que lorsqu'on contrôle les institutions politiques puis qu'on a la possibilité de faire des changements souhaités par des voies législatives. Tu sais, par exemple, ce qui a été annoncé hier par le secrétaire à la Défense américain, Exet, que le wokisme dans l'armée, c'est terminé. Puis à partir de maintenant, on s'attend à ce que les officiers, les soldats soient en forme. Puis si ce n'est pas le cas, ils vont être envoyés. Et puis c'est terminé les soldats hommes portant des jupes avec les cheveux multicolores et du cutex. Bon, ben, tu sais, il est en mesure, par une décision comme ça, de réaliser son projet politique par un simple trait de crayon. Mais avec beaucoup d'opposition quand même dans les tribunaux et tout ça. Là, Oui, il reste les tribunaux, évidemment, mais vous comprendrez, lorsqu'on contrôle les outils législatifs, exécutifs, ben, inévitablement, puis encore une fois, ce n'est pas une question de supériorité morale, inévitablement, on est moins porté à recourir à la violence politique parce qu'on peut parvenir à ses fins par des voies non violentes, ce qui est pas le cas en ce moment pour la gauche politique, qui, eux, réalisent qu'ils sont en train, sur le plan politique en tout cas, de perdre la guerre culturelle. Ils sont en train de sentir que le tapis est en train de leur être tiré en dessous des pieds, et ça, ben, ils sont incapables de l'accepter, et c'est ce qui va amener des esprits un peu troublés à recourir à des actes violents, comme ça a été le cas avec, malheureusement, l'assassinat de Charlie Kirk. Puis ce qui est évidemment très déplorable dans des situations comme celle-là, c'est que ça permet à la fois de montrer ce qui est bien, ce qui est noble chez l'être humain, mais aussi ce qui est ignoble. Puis moi, j'ai été éberlué par les commentaires, les commentaires au Québec, au Canada, et par différents commentateurs qui ont ouvertement rigolé, ont fait des blagues. Je veux dire, dans les minutes qui avaient suivi l'attentat, le cadavre était encore chaud, puis ça se permettait déjà de faire des blagues. C'était extrêmement indécent. C'est inacceptable. Ça illustre à quel point, quelle est la véritable nature de ces gens-là. Ce n'est pas une belle nature, ce n'est pas des belles personnes, mais en même temps, vous avez vu, les funérailles en Arizona, dans l'aréna, c'est un moment de recueillement. Vous avez vu Elon Musk qui était présent, qui a renoué avec Donald Trump, avec qui il est en rupture depuis quelques semaines. Un moment de recueillement, un moment très religieux. La femme de Charlie Kirk qui ouvertement pardonnait à son assassin. En même temps, il y a quelque chose dans ces situations-là, montre souvent des choses extrêmement dégueulasses, ignobles chez l'être humain, mais peut aussi montrer quelque chose, une noblesse d'esprit dont on ne s'attend plus nécessairement des individus en 2025. Puis là, lorsqu'on regarde la situation, les gens qui font preuve de noblesse d'esprit, ben, c'est des gens qui sont davantage de la droite politique. Parce que la droite a été quand même, a dû composer un peu plus avec quand même les opinions adverses là, que la gauche, qui est quand même plus dans ce qu'on appelle la chambre d'écho, là, mais il y a eu des sondages aussi là, que les gens de droite étaient plus confrontés dans leur vie quotidienne à des opinions contraires que les gens de gauche qui ont érigé le safe space, ceux qui ont inventé ça, le safe space, comme un endroit où
idéologiquement pur. C'est ça un safe space, un endroit où tu peux pas être confronté à d'autres opinions. C'est quand même assez formidable, surtout à l'université. Oui, donc peut-être pour les gens de la droite, ils ont appris à développer une carapace, Ouais, puis ouais. à être un peu plus tolérant, puis à laisser passer certaines choses, voire même en rigoler. Mais en rigoler, mais c'est ça, pour les personnes de la gauche politique qui ont érigé des safe spaces un peu partout, ben, c'est vraiment un choc, c'est un coup de poing sur la gueule qui leur arrive en ce moment, puis ils réalisent que c'est pas sur le point de se terminer, là. Ils ont un autre 3 ans, si c'est pas plus, à Ouais. subir un backlash comme ça. Puis quand je dis, ils sont en train de sentir que le tapis est en train de Pour leur vous, être tiré. pour vous, c'est clair, la guerre culturelle, la droite, pour ce que ça veut dire, la droite, hein, je sais, les gens, on nous reproche d'utiliser ces mots-là, mais c'est pour se faire comprendre. On sait que les clivages Oui, ont évolué, puis bon, on sait qu'une gauche qui appuie Big Pharma, c'est un peu louche, là, c'est-à-dire, c'est pas très cohérent. Une gauche qui appuie le complexe militaro-industriel non plus, c'est pas une gauche très cohérente, mais on veut se faire comprendre. Pour vous, Jean-François Caron, la droite est en train de remporter cette bataille culturelle et c'est un peu un aveu de faiblesse de l'avoir violente, finalement, de l'avoir hystérique aussi, souvent. de la part de la gauche, oui, mais c'est Oui, un aveu, c'est un de la aveu de part de la faiblesse, gauche. Ouais, une incapacité d'accepter le jeu démocratique. Puis ça montre aussi leur véritable nature. Bon, mais dans le jeu démocratique, normalement, ben, tu perds l'élection, mais tu te reprends 2, 4, 5 ou 7 ans plus tard, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais eux, ils ont perdu l'année dernière avec l'élection de Trump, ils ont perdu sur le plan politique et ils sont incapables d'accepter cette situation-là. Donc, ils passent à un mouvement de résistance, de désobéissance civile, parce que ce qui est en train d'arriver, tout simplement, ne fait pas leur affaire. Donc, ça illustre bien c'est quoi leur véritable nature. Mais oui, il y a un mouvement, il y a la contre-réaction qui est en train de se déployer un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, la contre-réaction a frappé. En Grande-Bretagne, je pense que c'est Nigel Ah Farage oui, qui c'est fort. représente dans une très large mesure cette droite-là, là, on regarde les sondages en ce moment. Parti travailliste, s'il y avait des élections aujourd'hui, ça irait pas très bien pour eux. Le Parti conservateur a de la difficulté à se situer dans cette opposition-là entre le parti Reform de Farage puis les travaillistes à la gauche. Donc, c'est pas inhabituel, ça ne me surprend pas de voir des mouvements populistes émerger comme ça parce que les gens en ont marre et puis ils expriment leur frustration en soutenant des partis comme ça. Donc, ça va se produire à d'autres endroits aussi dans le monde. C'est normal, il va y avoir une contre-réaction à la révolution woke qui sévit depuis maintenant trop longtemps. C'est inévitable. Il va y avoir un retour du balancier, puis le balancier est en train de revenir dans l'autre direction. Puis moi, en quelque sorte, ce que je peux souhaiter, c'est que, d'une certaine façon, les gens de la droite, dont on parle, soient en mesure de faire preuve de mansuétude et de se dire, bon, ben oui, on a remporté l'élection, puis on a un agenda politique qu'on va mettre en place, mais notre objectif, c'est pas d'obtenir vengeance et de se venger contre des individus qui nous ont fait subir différentes formes de discrimination depuis 10 ou 15 ans. On va faire ça d'une façon normale, sans avoir à se venger inutilement. Ça, c'est ce que je souhaite. Puis peut-être en ce moment aux États-Unis, ben, voir le type d'enquête politique ouverte contre certaines personnes qui ont eu le malheur de s'en prendre ouvertement à Trump, ça augure pas nécessairement quelque chose de positif pour la suite des choses. Beaucoup de personnes diront, avec raison peut-être, que cette contre-réaction conservatrice est animée un petit peu d'un esprit de vengeance qui peut Il faut prêcher par l'exemple. ben, c'est ça. Il faut faire preuve de principe. La question, moi, c'est ce que je reproche aussi aux gens de la gauche. Vous savez, quand Patrick Provost a perdu son emploi, quand j'ai été cancellé à Ottawa, ils n'ont rien dit, ces gens-là. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne faisait pas partie de leur gang. Mais quand ces gens-là, par contre, commencent à être victimes de la culture de la cancellation, oh, là, c'est plus drôle. Là, ça devient un enjeu de principe, puis là, ils sont presque à organiser des manifestations, à descendre dans les rues, parce que là, soudainement, ça devient inacceptable. Mais si c'est inacceptable maintenant, ça aurait dû être inacceptable il y a 4-5 ans aussi. Or, ce n'était pas le cas. Donc, ces gens-là, en réalité, n'ont pas de véritable principe.
Ils ont des principes à géométrie variable. Lorsque les gens de leur gang sont attaqués, sont victimes de cette médecine-là, là, ils se mobilisent. Mais quand c'est les gens de l'autre gang, ils restent silencieux. Oh Donc oui, ça, c'est leur liberté d'expression. Non, non, mais ce qu'on a vu vraiment est incroyable en termes d'hypocrisie puis de double discours. En terminant, bon, vous avez publié quelques mois La souveraineté improbable, qui est un pamphlet auto-publié, toujours disponible sur Amazon, dans lequel, c'est ça, vous critiquez le mouvement souverainiste. Quels sont les principaux reproches que vous faites à ce mouvement-là qui aurait actuellement le vent dans les voiles, hein? On sait, c'est le PQ qui est probablement le prochain gouvernement, qui formera le prochain gouvernement. Quels sont les principaux reproches que vous adressez aux souverainistes? Il y a deux reproches en particulier. Le premier, c'est que le mouvement souverainiste, historiquement, a toujours été beaucoup trop associé à la gauche politique. Donc, la fameuse tentative de convergence des forces souverainistes qui avait été initiée par Jean-François Lisée, donc le rapprochement avec Québec solidaire, ça a été une erreur magistrale de la part du Parti québécois de s'associer avec un parti qui n'est pas souverainiste, ne voit pas la souveraineté comme une fin en soi, comme ça peut être le cas du Parti québécois. Les gens de Québec solidaire voient la souveraineté comme un simple moyen en vue de réaliser une autre fin. Puis on s'entend, lorsqu'on lit leur programme politique, la fin qu'ils recherchent, c'est la mise en place d'une société anticapitaliste, extrêmement très à gauche. Donc, ça, c'est malheureux parce que vous avez maintenant des gens du mouvement conservateur, de la droite politique, qui ont vu cette convergence-là comme étant la preuve que la souveraineté va être utilisée par ces individus-là pour réaliser la réalisation d'un pays qui va être, comme on dit, le Cuba del Norte. Ça, bien évidemment, ça devrait pas être la raison pour laquelle on devrait désirer faire la souveraineté. La souveraineté devrait être, comme pour le Parti québécois, comme une fin en soi, parce qu'on considère, à tort ou à raison, que le Québec est incapable de s'autodéterminer librement à l'intérieur du fédéralisme canadien. Ça devrait être ça la question. Or, en faisant ce rapprochement-là avec la gauche radicale, ils se sont rendus hostiles à un pourcentage assez important de Québécois francophones. Puis c'est eux qui vont faire la différence là, lors du prochain référendum. Les communautés allophones, anglophones du Québec vont encore une fois voter majoritairement contre le oui. Il n'y a rien qui a changé depuis 1995 à cet égard-là. Donc, si le mouvement souverainiste veut réaliser la souveraineté, ils n'ont pas le choix de créer une grande coalition qui va être en mesure de rallier au moins 65%. C'est ça, c'est cette coalition-là qui est improbable. Là. C'est ça qui est improbable parce que le PQ s'est peinturé dans le coin sous l'impulsion lorsque Jean-François Lisée était leur chef. Mais ça remonte, il y a une historique, évidemment, la souveraineté au départ était plutôt à gauche, ça commence dans un contexte de décolonisation à l'échelle mondiale, hein, c'est-à-dire bon, le FLQ qui fait un peu même écho au Front de libération FLN, Front de libération nationale en Algérie, là, carrément. Là. Donc, il y aura toujours un vieux fond de gauche décolonial, mais avant même le décolonialisme indigéniste, là, le décolonialisme point, là, parce que là, c'est devenu autre chose. Décoloniser, aujourd'hui, c'est drôle quand même, parce que avant décoloniser, c'est de s'affranchir de l'Empire britannique. Maintenant, c'est valoriser les Amérindiens. Bon, il faut croire qu'il y a une évolution du décolonialisme. Donc, il y a ça, là, c'est-à-dire, d'un côté, il y a eu Jean-François Lisée, mais il y a aussi le fait que le souverainisme a toujours été très à gauche. Finalement, au Québec, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être à droite, mais il y a ce fond-là. Là. Oui, alors que ça pourrait être relativement simple pour le Parti québécois de dire, écoutez, on comprend très bien que la souveraineté, il y a un 10-15% de Québécois francophones qui, eux, considèrent la souveraineté sous un autre angle, donc pas un angle qui n'est clairement pas similaire à celui de Québec solidaire, qui exige des garanties, de sorte que lorsque la souveraineté va être réalisée, des garanties que la liberté individuelle va être préservée. Donc, il va y avoir des mécanismes institutionnels, constitutionnels, qui vont faire en sorte de protéger la liberté individuelle des gens. Liberté individuelle qui a été passablement amochée au cours des 5 dernières années. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler. Par exemple, les gens veulent savoir, est-ce que le chef d'État va être choisi de quelle façon? Élu au suffrage universel comme en France ou un choix de l'Assemblée législative comme ça peut être le cas en Allemagne, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir un Sénat? Quels vont être les contre-pouvoirs? À quoi vont ressembler les différents mécanismes de protection
des libertés individuelles? Est-ce qu'il va y avoir une clause dérogatoire? C'est ça que les gens veulent savoir. Ils refusent de signer un chèque en blanc à des individus qui, dans un passé pas si lointain, se sont associés à un parti politique qui est favorable à la mise en place de politiques restrictives là, pour la liberté individuelle. Donc, c'est là où il y a vraiment un problème. Mais... Le deuxième... Oui, vas-y. Allez-y avec le deuxième. Oui. Le deuxième problème que je vois avec le mouvement souverainiste, puis c'est un peu un corollaire de ce que je viens tout juste d'évoquer, c'est que on parle énormément de la liberté collective du peuple québécois. Mais c'est comme si au nom de cette liberté collective-là du peuple québécois, on pouvait se permettre à peu près n'importe quelle restriction aux libertés individuelles. Puis moi, je trouve que ça peut être extrêmement dangereux, puis c'est une mauvaise vision du libéralisme parce que moi, je ne suis pas en train de nier que les cultures n'ont pas leur importance et ne doivent pas être protégées. Mais c'est la raison pour laquelle les cultures doivent être protégées. Pas parce que la culture est un bien en soi. La culture doit être protégée parce que c'est ce qui permet l'exercice de la liberté individuelle. Donc, tout individu, lorsqu'on ne grandit pas sur la planète Mars, on grandit dans un espace culturel spécifique et cet espace culturel-là va nous donner le filtre d'interprétation qui va nous permettre de faire des choix avisés ou non. Donc, qui va nous permettre de développer notre propre conception de la vie bonne et de pouvoir faire des choix. Si on grandit au milieu de nulle part, on n'a accès à aucun filtre, puis on est incapable de se questionner à savoir si je devrais faire ci ou si je devrais faire ça. La réponse à cette question-là vient de notre filtre interprétatif, qui est un filtre culturel. Donc, c'est la raison pour laquelle les cultures doivent être protégées, parce que sans les cultures, la liberté individuelle n'est pas possible. Et protégé, pas au sens, pas comme une réserve faunique. Là. Au Québec, on a un peu ce réflexe-là. C'est-à-dire, si c'est une écologie culturelle, il faut se confronter un peu à la jungle mondiale. C'est une métaphore que j'utilisais. Mais vous comprenez, cette protection des cultures, c'est pas un zoo non plus, là, le Québec, et ni d'autres, ni les autres peuples. Là. Exactement. Donc, la culture québécoise doit être préservée, doit être protégée, puis on doit en être fier. Parce que moi, honnêtement, comme être humain, je ne serais pas l'être humain que je suis aujourd'hui si j'avais grandi en Algérie ou en Australie. Parce que mon filtre interprétatif aurait été différent, ce qui m'aurait amené probablement à faire... Une vision du monde, là. Oui, une vision du monde, forcément. Et ce qui m'aurait amené à faire des choix individuels complètement différents de ceux que j'ai faits. Donc, c'est pour ça que c'est important de protéger les cultures. Puis je comprends très bien lorsque les souverainistes disent la culture québécoise et francophone est menacée à l'intérieur du fédéralisme canadien. D'accord. Mais le problème, c'est qu'au nom de cette préservation de la culture québécoise, on en est venu justement à développer, à faire de la culture québécoise une réserve phonique où on en vient à présenter le reste du monde comme une menace existentielle. Puis moi, ce que je reproche malheureusement au Québec, c'est cette haine, cette crainte à l'égard de l'anglais et de se dire que si on devient entièrement bilingue, c'est inévitablement une espèce de pente glissante vers l'assimilation, puis on doit empêcher ça au maximum. Il suffit de regarder les chiffres en matière de bilinguisme au Québec, le bilinguisme fonctionnel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, le bilinguisme fonctionnel? Ça ne veut certainement pas dire être en mesure de donner un cours de 3 heures en anglais. J'imagine que ça doit être la capacité d'aller aux États-Unis, de se faire comprendre, de commander au restaurant, minimalement de lire quelques pages en anglais, puis d'être en mesure de comprendre l'esprit général du texte. C'est à peine au-dessus de 50%. Donc, à quelque part, si c'est ça le nationalisme québécois, un nationalisme de réserve phonique où on présente le monde extérieur comme une menace existentielle, moi, j'ai un problème avec ce nationalisme-là. Parce qu'on regarde, par exemple, en Europe, ou au Kazakhstan, par exemple, en Asie centrale, les gens, on favorise l'apprentissage de la langue kazakh, on met beaucoup d'emphase là-dessus, elle est valorisée, mais en même temps, on valorise l'apprentissage de l'anglais, du russe et de bien d'autres langues. Parce qu'on sait très bien que si on restreint l'individu à une simple langue, qui dans ce cas-ci est vraiment une langue très, très, très régionale, ben ça empêcherait l'individu de pouvoir voyager, d'aller travailler à l'extérieur. Donc, ça aurait pour effet de limiter sa capacité à faire des choix individuels par la suite. Au Québec, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de nuances sur la langue. Soit vous êtes
très hostile à l'anglais ou soit vous êtes vous embrassez l'anglais, c'est-à-dire, des fois j'entends souvent, moi je critique un peu cet enfermement mental du Québec et souvent je lis sur ma propre page, bon, Facebook, etc. C'est parce que, bon, les Québécois sont unilingues, donc ils sont pas capables de lire justement en anglais. C'est pas comme s'il n'y avait pas des sources d'informations autres que celles du Québec en français aussi. C'est comme si le Québec, d'abord, avait oublié que le français est une langue internationale, là. C'est-à-dire que vous pouvez lire le Figaro à Marrakech si vous voulez, là. Tu sais, le français, c'est pas une langue régionale, là, cette affaire-là. Donc, c'est comme si, c'est ça, c'est un peu blanc ou noir. Soit vous êtes très, très américain, vous tripez sur le football, vous êtes inconditionnellement américain, ou soit vous êtes ce qu'on appelle les caribous. Tu sais, il n'y a pas de. Ouais. Puis l'espagnol, ben, ça n'existe pas. Donc, ben, les Québécois parlent espagnol, mais on oublie aussi que bon, l'espagnol pousse aux États-Unis énormément. C'est un Au pays qui va Québec, dans l'hispanisation. On n'a pas vraiment. Ça vole pas haut à droite et à gauche, là, j'ai envie de dire, là. non, au Québec, l'espagnol, je suis persuadé que c'est considéré comme oh, c'est une langue exotique. Oui, c'est pas exotique, mon Dieu, c'est la langue la plus importante du continent américain, là. Ouais. Je veux dire, y a rien, c'est pas exotique. C'est ce que je reproche au nationalisme québécois, d'être trop fermé sur lui-même et de voir dans l'autre Mais même une. chez les fédéralistes, là, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il y a juste l'anglais aussi, puis oui, l'anglais, faut le maîtriser, mais il n'y a pas non plus que l'anglais à l'échelle mondiale, là. Il y a beaucoup de. Je veux dire, même vous parlez russe, vous, je pense. Le chinois, bon, c'est pas le chinois, c'est le mandarin ou c'est le. Le mandarin, d'autres, ouais. Il y en a d'autres, là. D'autres, oui, le Mais cantonais, c'est par sûr que exemple. l'anglais, bon, est la lingua franca, etc. C'est Mais ça. en fait, vous comprenez un peu l'idée, c'est-à-dire, il y a quand même, entre embrasser les États-Unis et voir l'anglais comme une menace immédiate et existentielle, il y a quand même un monde il y a un entre-deux dans tout ça, là. C'est ça. Écoute, je pense que on représente assez bien cet entre-deux-là. Moi, je parle plusieurs langues. Tu sais, mes enfants grandissent en Asie centrale. Leur langue maternelle, c'est le russe, pour des raisons évidentes, avec la Ah grand-mère, oui, leur quand même, mère, OK, à carrément. la garderie, c'est le russe. Mais moi, j'ai insisté, puis ça me coûte extrêmement cher, j'ai insisté pour qu'elles apprennent le français. Elles sont inscrites à l'école française, puis je leur ai dit, vous allez apprendre le français, vous allez faire votre scolarité en français. Vous parlez déjà russe, c'est un acquis, vous n'allez jamais perdre cette langue-là. Graduellement aussi, vous allez apprendre la langue kazakh, puis inévitablement, elles apprennent aussi graduellement l'anglais. Ça, pour moi, c'est donner la liberté à ces enfants parce qu'on leur offre différents filtres d'interprétation qui vont leur permettre une plus grande habilité à faire des choix dans l'avenir, mais aussi une plus grande habilité de pouvoir se déplacer dans le monde, d'aller travailler à gauche et à droite avec le moins de restrictions possible. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, Moi, c'est ça. j'aurais pu très bien dire, bon, je suis plus au Québec, donc je me mets à parler anglais et russe à temps plein, puis ça va être la même chose pour mes enfants, puis basta. Non, je suis fier de ma langue maternelle, de la société dans laquelle j'ai grandi. Je suis très critique par rapport au Québec, mais je veux dire, c'est pas de l'acharnement, puis c'est pas de l'ethnomasochisme, là. Pour moi, c'est une espèce de réveil. Écoutez, on peut marcher tout en mâchant de la gomme. On peut être fier de sa langue, insister pour que ses enfants l'apprennent, la parlent bien, mais en faire aussi des individus libres. Alors moi, quand je vois le mouvement nationaliste, souverainiste au Québec, qui défend une vision plus, pardonnerez l'expression, plus daumienne du nationalisme québécois, moi, ça me fait un petit peu peur de me dire qu'un jour, ces gens-là vont avoir tous les outils pour contrôler un État-nation avec tous les pouvoirs qui lui sont associés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un risque qui pourra en profiter pour mettre en place des politiques qui vont restreindre encore plus les capacités des Québécois de pouvoir être des individus libres. Parce que c'est pas la souveraineté là, qui va soudainement éliminer la menace de l'assimilation. Les États-Unis vont toujours être là. La langue anglaise va toujours être la Mais lingua on franca. contrôlerait quand même l'immigration, etc. C'est quand même majeur. Moi, je pense que ça pourrait nous déprovincialiser. Là, je pense que le fait justement qu'on soit une simple province ne nous a pas aidés historiquement parce que, tu sais, il faudrait quand même, on aurait des relations internationales. Donc, ça nous forcerait à
à avoir d'autres intérêts que l'ouverture de la piscine. C'est-à-dire là, à partir du moment où vous avez des relations internationales pour vrai, il va falloir que ça, vous intéressiez à d'autres choses que la gestion du cabanon. Ces années, t'as pas le choix, là. Mais enfin, s'il y a des gens qui pensent que c'est le contraire, vous dites, bon, c'est plutôt un enfermement. Enfin, ça va être compliqué, là. Y a pas c'est sûr que c'est pas la libération du peuple québécois sur un mode eschatologique. C'est pas. Des défis, il va en avoir encore, là. Ça, c'est sûr. Oui, non, c'est certain. Mais structurellement, moi, je serais beaucoup plus rassuré dans l'éventualité de la souveraineté si le mouvement nationaliste québécois faisait preuve d'une plus grande ouverture par rapport au monde extérieur. Et cessait de voir là, le monde extérieur comme une menace existentielle. Ça, pour moi, ça va complètement à l'inverse de ma conception de ce que devrait être une culture sociétale, qui n'est pas une fin en soi, c'est un moyen que l'individu doit utiliser pour être en mesure d'exercer sa liberté Une mentalité d'assiégé que vous reprochez. Puis la question un peu prévisible, c'est, bon, vous dites le mouvement souverainiste, bon, utilise la souveraineté pour finalement promouvoir un projet de gauche, etc. Donc, vous mettez la gauche met des conditions à l'indépendance. Bon, je ne sais pas combien de fois on a entendu ça. Puis l'argument qui revient, c'est vous-même à droite, la droite de Québec. Bon, pour ce que ça veut dire aussi, moi, ça me fait beaucoup rigoler parce que, bon, à l'époque, j'étais la droite de Mexico, je n'étais pas droite de Québec, là, je sais pas, là. C'est une droite d'Astana, une droite d'Irénum. Oui, c'est la droite Astana, tu vois. Enfin, on disait la droite de Québec, mais elle aussi des conditions d'indépendance. Je pense que c'est Bocoté qui devait dire ça. Vous faites pareil parce que vous avez quand même beaucoup d'éléments à cocher, vous aussi, il faut le dire, il faut l'admettre. C'est-à-dire, on veut s'assurer que toutes les libertés soient protégées, mais la souveraineté, c'est un risque aussi. C'est-à-dire, on ne fait pas la souveraineté avec le risque zéro, on ne fait pas ça dans notre sous-sol à l'ancienne Lorette non plus. Il y a des éléments forcément imprévisibles à faire la sécession d'un pays, d'une région, en tout cas d'un futur pays. C'est ça. Mais, par contre, moi, je dirais, une société libérale ou des individus qui se disent des individus libéraux, lorsqu'on leur pose la question, quel est le bien premier par excellence? C'est la liberté individuelle. Donc, ce n'est pas imposer une condition à l'indépendance de vouloir avoir des garanties en matière de liberté individuelle. Et pour moi, c'est complètement différent de dire, ah oui, mais moi, je veux une garantie pour la protection de l'environnement, pour avoir un parlement où mégenrer les gens serait inconstitutionnel. Ce sont des conditions qui sont davantage secondaires. Moi, lorsque je dis des gens qui se disent libéraux, une société libérale ne devrait jamais voir dans la protection de la liberté individuelle une condition ou un gun sur un fusil sur la... Vous pensez vraiment que cette constitution-là serait si... c'est-à-dire, ça reste un pays occidental, le Québec, là, qui aurait une constitution qui serait probablement une constitution assez standard dans le monde occidental. Puis encore, l'autre question, c'est est-ce qu'on respecte vraiment les constitutions aujourd'hui depuis la pandémie? Une constitution, ça change aussi, ça se modifie. Est-ce qu'on aurait une constitution bien pire que celle du Canada qui a quand même intégré le multiculturalisme presque comme religion d'État? Pourquoi on aurait une constitution si pire que ça, dans le fond? C'est pas plutôt la tendance sociétale du Québec, son fond domien, comme vous dites, qui est plus même dangereux, entre guillemets, que cette constitution-là qui est appelée à être respectée, moins respectée. Pandémie, bon, ça n'existe plus vraiment, droits et libertés. Au niveau Canada, ça valait une constitution quand même, c'est-à-dire vous pouvez confiner à signer à résidence 38 millions de personnes à peu près. La loi sur les mesures d'urgence. Vous-même, vous êtes un critique de la normalisation de l'état d'urgence, vous avez écrit des textes à Libre Média. Est-ce qu'on respecte ça vraiment une constitution? Donc pourquoi s'enfarger là-dedans, j'ai envie de dire? On veut des garanties, mais finalement, on évolue dans un monde occidental où le judiciaire est de plus en plus instrumentalisé. Bon, Sarkozy, on pourra en parler. Aux États-Unis, on voit au Brésil, c'est une catastrophe. La droite a emprisonné la gauche. On a emprisonné Lula. Là, c'est Bolsonaro qui va être emprisonné. Instrumentalisation carrément des tribunaux. C'est un grand pays, le Brésil, quand même. C'est le deuxième pays en Amérique, ça, là, en population. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, mais... Non, c'est ça. L'élément qui me rend le plus critique, c'est la mentalité, le nationalisme québécois, comme j'ai expliqué, que je trouve trop refermé sur lui-même.
Et ça, c'est quelque chose qui fondamentalement me fait peur. Lorsqu'on envisage la possibilité de donner les pleins pouvoirs à des individus qui vivent malheureusement dans une mentalité d'assiégé comme ça. En tout cas, on invite les gens à vous lire, donc à se procurer les 2 livres dont il a été question aujourd'hui qui apparaissent à l'écran actuellement. Donc, merci Jean-François Caron d'avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'université Nazarbayev au Kazakhstan et professeur invité également à l'Université américaine d'Arménie. C'est bien ça? C'est ça. Et chroniqueur bien connu sur les ondes de Méchante Radio de la capitale nationale. Donc, merci et on invite nos auditeurs à s'abonner, évidemment, pour contribuer, nous aider à produire plus de contenu qui sort des sentiers battus. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir.